Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine avec un programme qui j'espère vous plaira. D'abord on va commencer par parler de poterie, on va revenir un peu dans l'histoire, nous aurons deux invités pour revenir ce qui s'est fait au musée du Palais du Bey de Constantine. Hier, il y avait une rencontre, on a parlé de poterie, de céramique et j'aurai deux invités pour m'en parler. Dans la deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir une fierté nationale, notre champion de natation, Jawad Saïoud, qui est là. Un peu petit repos de fin d'année, donc on a profité pour l'inviter. Il va revenir bien sûr sur ses dernières performances, notamment les médailles lors des Jeux Panarabes et d'autres performances qu'il a réalisées. Ensuite, on terminera en cinéma, puisque Constantine abrite à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi les journées du cinéma à Constantine. Et nous aurons deux invités qui viendront nous présenter le programme, mais aussi la diffusion des films qui vont être vus, j'espère, par un nombreux public durant les prochaines journées. On va d'abord se balader, comme on a pris l'habitude de le faire dans ce Bonjour d'Algérie, sur Constantine, avec la voix de Mohamed Tahar Fergani, Allah yarhamou. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار لي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غيظ المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, on parlait de la beauté de la ville et surtout de ce qu'elle cache comme secret. Moi, j'ai toujours avoué, je l'avouais tout à l'heure à mes invités, que je ne connais que peut-être 30 à 40% de Constantine, malgré que le fait que je sois un enfant de la ville, mais Constantine, je crois, ne révèle pas encore ses secrets. Elle est bien cachotière. Ouais. Alors, j'ai le plaisir de recevoir deux invités très intéressants. Donc, on va continuer à être galant dans notre émission. Madame Mariam Qbaili Abrahmabek, vous êtes directrice du musée du Palais du Bey. Merci d'être là. Monsieur Dorban, professeur Dorban Mustafa, vous êtes professeur en archéologie à l'université d'Alger. Oui, c'est ça? L'Institut d'archéologie de l'université d'Alger 2. Très bien. Marhaba bikoum. Alors, votre présence est expliquée par le fait que hier, il y avait une conférence au Palais du Bey. Alors, expliquez-nous d'abord les objectifs et pourquoi vous avez organisé cette conférence au Palais du Bey.
D'accord. Bonjour, ravi d'être entre vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Et donc, on a organisé une conférence sur la poterie, sur la céramique de l'Antiquité à nos jours, la production de céramique et aussi la collection des musées et entre l'usage, la collection des musées et aussi la continuité artisanale, vu l'importance de ce sujet, la poterie, la production de poterie et aussi la collection muséale de nos musées nationaux, vu la richesse. La richesse et l'importance. Oui, et l'importance aussi et la continuité artisanale, ça c'est très très important, la continuité, la pratique et la transmission de génération de ce savoir-faire ancestral. Alors, professeur Dorban, c'est un savoir-faire qui a résisté au temps. C'est vrai que on n'a peut-être fait pas attention, mais la poterie, la céramique est très importante pour nous dire beaucoup de choses sur nos ancêtres. Bien sûr, évidemment. Donc, avant tout propos, je tiens à vous remercier déjà pour cette Mais c'est moi qui vous remercie, invitation. parce que je sais que vous ne venez pas souvent à Constantine. Ouais. Bon, c'est la deuxième fois déjà en un mois. Donc, mais bon, je tiens déjà à vous remercier pour cette invitation et aussi à remercier nos chers téléspectateurs de Canal Algérie. Pour dire, mon intervention portait sur j'ai essayé en quelque sorte, c'est un truc de vulgarisation, donc pour montrer un petit peu les biens culturels dont dispose l'Algérie, et en particulier la céramique, qui est un élément directeur dans la chronologie. Et par la conférence donc, j'avais intitulé la céramique de l'Antiquité à nos jours, sur 3 axes, donc l'utilité et son utilisation. Dans un deuxième temps, mettre en valeur l'ensemble des collections avec des exemples concrets des objets conservés dans les musées. Et en troisième phase, la pérennité de cette production, parce que c'est un produit ancestral et qu'on a des prémices sur certains objets produits récemment du 18e ou 19e siècle. C'est vrai que la poterie, on l'a toujours retrouvée dans l'histoire des communautés. Parce que, oui, la production de la céramique, elle n'est pas propre à l'Algérie, mais pratiquement tous les peuples. Et l'Algérie, elle fait partie du bassin méditerranéen et elle est tributaire d'une assez forte importation en céramique du fait des relations commerciales entre les pays, entre les provinces, depuis le temps. Donc, par rapport aux collections déjà, parce qu'il faut tenir compte qu'on a pris en considération les objets, par rapport à mon intervention portée sur les objets qui ont été découverts en Algérie, dans la chronologie remontée au 5e siècle avant. Quand donc, même. c'est pratiquement 5e siècle avant Jésus. Donc, c'est pratiquement 25 siècles d'histoire. Donc, jusqu'au temps moderne, on peut dire au 18e, 19e siècle, parce qu'il y a la pérennité et certains motifs de décoration qu'on retrouve actuellement dans les poteries berbères sont issus des productions dites proto-historiques de l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des signes qui ont résisté au temps, qui ont traversé les époques depuis le temps. Donc, dans mon intervention, donc, on a touché un petit peu à l'ensemble des productions dites universelles, comme c'est le cas de productions d'Italie, qui proviennent d'Italie, du sud de la Gaule ou de l'Espagne. Et il faut dire déjà, pour mieux expliquer le phénomène de la céramique, ou dans son terme le plus large, donc on a 4 catégories de production. Donc on a les amphores destinés pour le transport de la saumure, des céréales, pour le vin et tout ce qui s'ensuit, le liquide et céréaliers. Les produits liquides et produits céréaliers. Et il y a un deuxième volet, c'est la vaisselle de table. C'est l'ensemble des ustensiles utilisés, soit pour la préparation du manger ou pour la présentation du manger. Donc assiettes, plats, godets et tout ce qui s'ensuit. Et on a les productions luminaires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait illuminer les espaces. Donc ils utilisaient ce qu'on appelle les lampes antiques. Donc les lampes en terre cuite, où c'est une mèche imbibée avec les racines séchées. D'accord. Voilà. Et la quatrième catégorie, c'est les produits céramiques destinés pour la construction. On trouve de la brique, on trouve énormément d'éléments de construction dans les bâtis de l'époque. Donc, ceci dit que
On a essayé de brasser un petit peu l'ensemble des productions. Dans l'Algérie, elle a été tributaire et qu'on retrouve donc du point de vue, il y a une diversité de productions déjà. Donc pratiquement le bassin méditerranéen a connu 97 productions céramiques. Donc sans compter les diverses formes Et ça fait beaucoup? C'est un domaine assez compliqué parce que voilà, actuellement, on n'arrive pas à évaluer la ce que c'est céramologie. Bon, je suis archéologue de formation, mais dans le domaine de l'archéologie, la céramique c'est un élément, c'est un facteur déterminant de chronologie. Donc il est souvent utilisé dans les datations des niveaux archéologiques et des sites, et même pour de ce qui est des monuments. Et de l'autre côté, donc la céramique est devenue une science propre indépendante appelée la céramologie. Et même dans certains pays, comme en Europe, l'étude des amphores elle-même donc, constitue une science propre, c'est l'amphorologie. Parce que ça permet un petit peu de retracer les rapports commerciaux, les échanges. Et le meilleur, donc, par rapport aux collections que j'avais présentées, du côté, si on prend en compte uniquement les amphores, la plus belle collection, mais pardonnez-moi pour Constantine, mais la plus belle collection en Algérie se trouve au musée de Annaba. C'est pas grave, et c'est des productions, c'est des produits, c'est des amphores qui proviennent de l'île de Rhodes. Qui proviennent de la Grèce, c'est des produits gréco-italiques, romains, phéniciens. Il y a eu même des exemples d'amphores issus des échanges avec l'Espagne. Donc mais c'est vrai qu'Annaba était un comptoir maritime assez quand même, fructueux et très fréquenté. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu... D'ailleurs, même dans une étude, ça date de quelques années que j'avais réalisée, il y a une forte concentration d'importation parce que tout ce qui est importé, donc il y a eu un constat qu'une forte concentration des importations dans la Numidie, en particulier à Tidis. Donc si on compte le par rapport... Et Constantine, c'était la capitale de la Confédération numide. De la Numidie. Donc pratiquement, c'est ce qui a fait que elle a été, comment dirais-je... Elle a reçu beaucoup d'objets de l'extérieur statut de issus des capitale échanges. de la Numidie, Exactement. Probablement, elle recevait beaucoup de commerçants, et ça s'est changé, c'est expliqué. Et de même pour les villes côtières telles que Cherchel, qui était la capitale de la Mauritanie césarienne, avec les échanges avec ses ports et les échanges commerciaux. Donc il y a eu assez de produits importés. Ceci dit que ces productions qui sont dites universelles. Donc, parce que c'est des produits qu'on retrouve un petit peu dans tout le bassin méditerranéen. Mais à côté de cela, ce n'est pas tout le monde qui pouvait se permettre ce genre de produits, parce que c'était des produits de qualité et autres. En parallèle, il y avait ce qu'on appelle les productions communes et les productions locales. Donc pratiquement chaque région avait ses propres ateliers, ses propres objets, et ça se traduit actuellement, si on prend compte un petit peu des productions dites berbères ou kabyles, qu'on a énormément de formes, d'objets, que ce soit dans l'Est, par exemple les Aurès, ou dans la Kabylie, ou même à Rardaya, ou même au sud de l'Algérie. C'est des formes qui sont similaires, presque on retrouve, parce que là, c'est une céramique en quelque sorte utilitaire. Donc, produite par les femmes. On peut comprendre que c'est des assiettes, c'est des gobelets. Produite par les femmes pour satisfaire les besoins du quotidien. Donc, généralement, même le tagine qu'on retrouve actuellement, c'est pas un tagine, c'est pas une production récente. Oui, c'est une production qui remonte à des siècles. Quoi. Donc, dans ce passage historique, donc, on a essayé de toucher aussi aux productions de la période musulmane. Donc, on a essayé d'évoquer un petit peu les productions de la Qala Bani Hamad, les productions de Taqdem Tiahart, et même celles de Ashir, du côté de Médéa, dans le Tétri. Donc, il y a des centres de production à tester. Et non loin de Constantine, on a le fameux centre de production de l'époque musulmane de Mila. Oui. Milev, l'antique Milev. Ouais. Donc, centre d'intérêt, et la poterie est quand même un livre d'histoire qui relate. On va juste voir les images d'hier lors de la conférence, parce qu'il y avait quelques personnes, et il y avait une équipe journalistique qui vous a accompagné. Il y avait Selma Khiwani, et voilà. On va regarder le reportage et après on verra.
الفخار هو من بين الفخاريات استعملها الإنسان من بدايته الأولى، خاصة من العصر الحجري الحديث، وهي كانت تواكب الإنسان سواء في الحياة اليومية تاعو حتى في عند انتقاله إلى العالم الآخر، حيث نجد عدد كبير من الفخاريات داخل القبور التي كانت ترافق المتوفى في انتقاله إلى الحياة الأخرى. طبيعة الحال الفخار فيه استمرارية من فجر التاريخ إلى الفخار الحالي، سواء من حيث الأشكال أو من حيث الرموز المستعملة. صناعة الخزفية في الفترات القديمة، صناعة الخزفية وأنواعها وأساليبها وتقنياتها في الفترات القديمة والفترة الإسلامية كذلك، بالإضافة إلى أهم المواقع وأهم المتاحف التي تحوي العديد من القطع التي يتم عرضها بصفة دورية لجميع طبقات المجتمع. حاولنا من خلال هذه المداخلة إلقاء تسليط الضوء على عدد كبير من المجموعات والمكتشفات الأثرية التي تعود إلى الفترات القديمة. درنا التعريج حول كل الصناعات، أنواع صناعات الفخارية التي عرفتها الجزائر منذ تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد إلى غاية الوقت الحالي. استراتيجية الجزائر في تسجيل الموروث الثقافي يعني واضحة جدا من خلال حماية هذا الموروث، تسجيله سواء التسجيل الوطني أو التسجيل الدولي. التسجيل الوطني لو تحدثنا على التراث اللامادي، لدينا البنك الوطني للمعطيات للتراث اللامادي اللي هو يعني البنك من خلاله تسجيل الوطني. ليشترط قبل التسجيل الدولي هناك لازم تكون استراتيجية للتسجيل الوطني. Voilà, alors ça c'était l'ambiance d'hier au musée du Palais du Bey, et c'est vrai que quand on revoit ce qui s'est passé, c'est vrai, le sujet est très intéressant parce que là ce que vous avez dit en première partie d'émission, la céramique est là pour nous raconter notre histoire et surtout comment elle a résisté et comment elle a traversé le temps. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu dans votre première intervention, c'est les signes qui sont restés jusque-là. Parce que, bon, comme c'est des créations, est-ce que l'être humain copie, recopie, transmet, ou est-ce qu'il le fait par intuition, par spontanéité, je ne sais pas. Pour vous répondre, moi je vais m'appuyer sur certains éléments archéologiques, parce que généralement on touche tout ce qui est matériel, donc on va vers le matériel. Le site de Tidis, donc on a un certain nombre de sites qui remontent à la période proto-historique, et dont la datation elle a été... Alors quand vous citez Tidis, ce n'est pas la garnison romaine qui est à l'entrée de Constantine? Non, c'est la ville elle-même, donc, parce qu'aux alentours il y a énormément il y a une nécropole, donc il y a pas mal de tumulus et des basinats. Donc c'est des structures funéraires proto-historiques. C'est bien avant la garnison romaine qui était... Exactement. Donc il y a eu la découverte de certains objets, donc trois sites qui regroupent pratiquement, que j'avais présenté dans la communication. Le site de Roknia et le site de Gastel et celui de Tidis. Celui de Tidis a livré des vases, ce qu'on appelle les vases, les danseuses de Tidis, appelées comme ça, communément comme ça. Les motifs qu'on retrouve sur les vases, on les retrouve sur les poteries berbères du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc ce qui fait que dans l'interprétation, il y a eu des essais d'interprétation de ces motifs-là. Il faut dire que ces motifs-là, c'est des motifs qui sont transmis, parce que c'est des produits produits par la femme, et qui sont transmis de mère en fille. Donc déjà, c'est des messages actuellement, même en Kabylie, si on prend compte de l'ensemble des produits, que ce soit en Kabylie ou dans les Aurès ou dans la région de Djidjel, il y a une pérennité de cette production artisanale pour satisfaire les besoins du quotidien. Mais à côté,
il y a l'aspect de présentation de ces objets-là par le traitement de surface externe. Donc la surface extérieure des objets, elle était peinte et tout avec des motifs. C'est les mêmes motifs qu'on retrouve sur les deux. Si on fait une comparaison, donc on va voir les mêmes éléments de décoration de ceux du 5e siècle avant et ceux du 18e, 19e siècle. Déjà. Et si on étale, si on va plus loin dans les recherches, on va faire le constat que même donc, le tissage des Aurès et le tissage de la Kabylie, on retrouve la même symbolique, les mêmes sigles, les mêmes motifs. Donc c'est pas un truc. Il y a une pérennité, il y a une transmission d'un savoir ou d'un savoir-faire, et puis la transmission, elle se fait d'une génération à une autre. Et actuellement, j'ai eu à assister aussi au principe comment dirais-je, de la cuisson de céramique de la poterie berbère. Donc ça date déjà de quelques années à Maatra, à Tizi Ouzou, où la pratique de la cuisson, elle se fait d'une façon traditionnelle et artisanale, et c'est la femme qui se charge de faire tout le processus de fabrication, depuis la cueillette, la collecte de l'argile, au traitement déjà, à la préparation de la pâte, au façonnage et même à la cuisson. Donc c'était la femme qui faisait le travail. C'est un produit féminin purement. Exactement. Oui. Contrairement au tissage qui est propre à l'homme. Oui, vous me disiez hier que c'était. Oui, le tissage il est propre à l'homme. Et si on fait il y a une diversité aussi soit dans les modèles ou dans les motifs, et qu'on retrouve, il y a un croisement entre les régions et les différents produits. Moi, je vous remercie, Madame Erkbelia, pour nous avoir ramené Monsieur Dorben, parce que là, il faudrait des invités de qualité pour justement relever tout ce qui se fait au musée. Le musée qui devient un pôle d'intérêt, surtout les visites touristiques. Je crois que ça prend de l'ampleur de plus en plus. Moi, chaque fois que je viens, je trouve des visiteurs de plusieurs nationalités différentes. Oui, le musée Palais Ahmed Bey est devenu un pôle, un pôle des visiteurs. Donc, c'est le joyau architectural qui se trouve au centre-ville de Constantine, qui date de 1826, construit par le dernier bey qui a régné sur le beylicat de Constantine, Ahmed Bey. Ce palais est devenu vraiment... Il faut dire que c'est la dernière construction de l'Empire ottoman en Algérie. Donc, ce qui lui donne encore plus de valeur. Le bey n'a séjourné, je crois, qu'une année et demie, 2 ans. 18 mois, voilà, c'est pas beaucoup pour après, c'est la prise de la ville par la colonisation française. Mais le centre d'intérêt, c'est qu'il y a les mosaïques, nous racontent des histoires, ce qu'il y a... c'est vrai que, professeur, quand on visite, il y a toute une histoire qui est racontée. Exactement, oui. Donc à travers déjà, même je vais prendre la parole un petit peu, monopoliser la parole. Non, concernant les carreaux de faïence, où là, on peut l'assimiler à de la mosaïque, mais les carreaux de faïence déjà qu'on appelle Zellige, voilà, au palais du Bey ou ceux des palais d'Alger, il y a une grande similitude. Donc ça a commencé les débuts par des importations et puis par une production locale. Donc les premiers motifs, il y a des motifs parce que dans les motifs qu'on a, il y a déjà des études qui ont été faites dans ce sens. On a des modèles turcs, des modèles de Tunisie, des modèles de Delft, de la ville de Delft, aux Pays-Bas. Donc il y a énormément d'objets, il y a même des modèles d'Italie. Et il y a les fameux carreaux de faïence des captifs, donc pour ce qui est des palais d'Alger. Mais ça veut dire que il faut penser à créer un catalogue et un recensement global de tous les motifs, ce qui est un travail qui demande beaucoup de... Ça, je crois que c'est un travail de longue haleine. Exactement. Qui va être... Et même au palais, donc je pense que la directrice Myriam Gbaïlia, elle est au courant du nombre exact des carreaux. C'est vrai, on se demande, c'est vrai qu'on voit, et sincèrement, depuis 4-5 ans, le nombre de visiteurs, surtout étrangers, a augmenté. Oui.
Et ils viennent souvent, je pense. Et... Nous avons déjà, cette année, nous avons accueilli plus de 48 000 visiteurs nationaux et internationaux. Ça, c'est un chiffre très important déjà entre les nationaux et les internationaux. Et vu aussi les activités de musée, les activités culturelles, les expositions, les ateliers vivants, les ateliers pédagogiques pour les enfants qui touchent toutes les catégories de la société, et aussi les handicapés, donc, et les visites virtuelles qu'on a. Surtout, Oui. vous avez eu l'idée de proposer une visite virtuelle Visite pour les gens qui ne virtuelle. peuvent pas se déplacer, Oui. qui connaît aussi un franc succès sur les réseaux sociaux. Oui, oui, bien sûr. Et vous avez parlé tout à l'heure de Voyage Ahmed Bey. C'est un document historique. Je le considère, et les historiens, tout le monde considère que c'est un document historique qui illustre le voyage d'Ahmed Bey au pèlerinage. Et, à Et il travers est le raconté monde. d'une manière artistique, Artistique. à travers les des fresques. dessins. La fresque raconte, le Palais du Bey a voulu raconter ses voyages. Et à travers, bon, c'est une idée quand même, hein, et qui restait là. Oui. Il est unique, donc c'est déjà la fresque par rapport au stuc ou les traitements de surface des murs, donc c'est un modèle unique en Algérie. Oui, oui. Et Et cette- on a plus de 47 000 pièces de céramique, céramique carreau, d'une variété des motifs et aussi des dimensions. Et la typologie de chaque carreau. Donc c'est une richesse, une diversité des carreaux avec les couleurs et les motifs floraux et végétaux et aussi animaux. Ouais, c'est vrai qu'il vaut le détour. Hein. Ceux qui sont à Constantine, il faut visiter. Il faut visiter. Je crois que maintenant, c'est inscrit sur le circuit touristique de Oui. tous les visiteurs de Constantine. Oui. Donc, Non seulement le circuit touristique de Constantine, mais aussi le circuit national. circuit Oui. national, voilà. Oui. Ouais. Je ne sais même plus comment clôturer, parce que le temps nous est imparti. Est Ben, presque terminé. mais- le meilleur moyen de clôturer, moi, ce que je lance une invitation aux gens, soit de Constantine, ou ceux qui passent par Constantine, de visiter le musée de Cirta. Parce qu'il conserve un nombre important. Et c'est pratiquement ce que j'avais évoqué comme exemple de production et tout. Ah oui, surtout la sont poterie. conservés On a des pièces actuellement. uniques hein, Il y a des pièces, au musée de ouais, Constantine, ouais, musée exactement. Cirta qui est très... Ouais. Donc voilà, moi je conseille bien qu'on prenne, qu'on fait attention et qu'on essaye de valoriser le patrimoine et qu'on le met en valeur, quoi. Alors en une minute, hein, mais vraiment une minute, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour pérenniser encore plus ce que nous avons comme héritage de la poterie céramique? Le plus important, En donc, une minute, ce que ça je va être disais, le difficile. plus important, ce que je disais, c'est de se serrer les mains, de se serrer les coudes, S'entraider, oui. s'entraider, voilà, pour en quelque sorte mettre en valeur notre patrimoine par un inventaire exhaustif des biens dont on possède. Et le meilleur moyen aussi de transmettre le patrimoine, c'est de le classer et de pérenniser un petit peu ces productions par le biais des activités artisanales, soit dans les centres de formation ou autres. Voilà. Très bien. Madame, c'est vrai que vous êtes dans la voie, mais je vais vous donner aussi une minute pour aussi l'inscription de la poterie, de la céramique comme patrimoine universel. D'accord. L'Algérie a participé avec les pays arabes. C'est un dossier commun pour inscrire la poterie sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité avec la participation des pays arabes. Et un autre dossier aussi, individuel sur le zellij. Le zellij et la céramique émaillée. L'Algérie a déposé son dossier de candidature pour inscrire le zellij et la céramique émaillée comme un art architectural sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Dans la prochaine réunion, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci madame. à vous. Merci d'avoir été Merci. notre invitée. Je sais que votre temps est imparti très court, mais merci d'avoir fait le plaisir de venir. Monsieur Dorman, merci d'avoir retardé votre retour sur Alger, spécialement il y a pour, pas de souci. pour nous. Merci Merci, beaucoup, c'est je très vous gentil. remercie. Puis, l'invitation est lancée à chaque fois que vous venez à Constantine. Marhaba bik. La télévision Merci. sera toujours heureuse de vous accueillir. Merci pour cet espace
Merci. Ah, J'espère écoute, qu'on aura été fructueux et Inch'Allah. surtout, on aura été intéressant pour nos amis téléspectateurs. Parce que parler de céramique de bon matin, bon, peut-être que ceux qui se réveillent, mais c'est très C'est un peu intéressant. dur quand même. C'est un peu C'est dur, un peu mais bon, il faut accepter notre histoire qui est là et surtout la valoriser. Et je vous remercie, messieurs, dames, d'avoir été nos premiers invités dans ce Bonjour d'Algérie. Je vais vous offrir une chanson bien de chez nous, Abbas Seriri. Après, on se retrouve. Merci beaucoup. ترافق عليا حتى يمس المساء وياتي غدا من نقول لك يا ضيف من نقول لك يا ضيف من ينقل لك يا ضيف ما تعشقني بسيف بدل حجتك انظر ما تصنع أبقى وبس أنا ما عين لا ترى قلب لا يوجد صفات البخار وتنزل النوار يا دلال يا دلال خطر كله قم جدد الويلة قم جدد الويلة يا من هو لي عقل يا من زمان الخلاء في فصل الربيع اسمع للبنات عن نقر السنوج من فوق الجبل والحروج هات الكاس المناع داوي والحروج يا ساقي الحمام يا ساقي الحمام هات الكاس بوح في ساعة هنية عن قرب الصباح يا لدن يا لدن ساعة هنية
Voilà, c'était Abbas Eleri, un petit morceau d'une très belle chanson. J'espère qu'on aura l'occasion. Voilà. J'espère que tu aimes Abbas Eleri. Oui, j'avais eu l'occasion de le côtoyer il y a rencontrer. quelques années sur un tournage. C'est une formidable personne et j'aime beaucoup ses chansons. Ah, très bien. C'est une transition toute faite, automatique. Moi, j'ai le plaisir de recevoir mon petit frère qui est Jawed Sayed. Marhaba bik d'abord, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un honneur de faire des émissions avec vous. Voilà, Vous c'est êtes, le... je pense, un grand monsieur de la télévision algérienne et c'est toujours un plaisir de partager des plateaux avec vous. Wallah, le plaisir, il est pour moi de recevoir d'abord quelqu'un en qui on a toujours cru et sur lequel on a investi quand même. Je C'est me vrai. rappelle qu'à l'âge de 12 ans, vous étiez là comme invité, ça c'est C'est déjà vrai. bien. C'est vrai. Et je serai éternellement reconnaissant de m'avoir laissé la chance de m'exprimer déjà à l'époque. Ouais. Et c'était mon premier plateau télé. Donc, C'était il y a qui aurait 12 cru il y a quand même 13 ans que... je sais pas, je ne me souviens même plus, mais vous aviez 12 ans à l'époque. je me Les années souviens, sont passées vite. Ça passe vite, je sais. Alors, Jawed, l'actualité de Jawed en ce moment, je sais, c'est entraînement, compétition, mais moi, je voulais vous accueillir juste après les médailles récoltées en Arabie Saoudite il y a un peu plus d'un mois. C'est ça, oui, c'est vrai. Après, j'ai pas vraiment eu l'occasion. J'avais fait un aller-retour ici en Algérie, mais avec les entraînements, c'était pas vraiment possible de Oui, trop je rater. comprends, ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait une belle compétition. J'ai bien représenté Ouais. l'Algérie encore une fois. C'est bien. C'est vrai, Il c'était y avait combien de médailles? Bon, 3 médailles, une en or et 2 en argent. très Et bien. en fait, c'est plutôt des très bons résultats pour un début C'est une de belle saison. moisson. Oui. Mais il faut rappeler que c'est le début de saison, c'est comme ça. C'est ça, exactement. En plus, c'était pas vraiment une compétition que j'avais préparée puisque j'étais pas vraiment au courant qu'on allait participer, qui est venu en fait sur le champ. Et puis, je suis vraiment fier de la manière dont j'ai abordé les choses. Et je pense qu'avec l'expérience aussi que j'ai pu acquérir les années précédentes, j'ai réussi à bien m'en sortir. Alors, si on revient, donc c'est l'année, parce que bon, ça c'est le début, mais si on fait un bilan de l'année 2025, Non, c'était plus que correct. plus que correct, C'était très plus bonne que- même, c'était vous une direz, très, très bonne, une ouais. excellente saison. Oui, c'est vrai que j'ai fait de très belles saisons. Après les Jeux Olympiques, c'était pas forcément évident de revenir parce que j'ai réalisé un de mes plus gros rêves, c'était de faire une demi-finale aux Jeux Olympiques. Donc, déjà, c'était C'est énorme. vrai que, bon, c'est vrai, il y a eu 2 médailles d'or, celles des 2 dames, moi je les appelle dames. C'est vrai qu'en gymnastique et en boxe, on a eu 2 médailles d'or qui ont fait un peu de l'ombre à la performance, mais c'est une performance, parce que là, atteindre les demi-finales, attention, Jeux Olympiques, attention, il faut Oui, se oui, lever c'est vrai tôt. que Hein. C'était arrivé qu'une fois, il n'y a qu'un nageur avant moi en Algérie qui avait réussi à le faire. Et ça remonte, il y avait 20 ans. Donc c'était vraiment un honneur pour moi d'être à cet endroit-là, à ce moment précis. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est votre demi-finale, dans les Jeux Olympiques, on va dire que c'est la plus haute compétition, la plus grande pour un nageur. C'est vrai. Voilà, parce qu'on retient toujours celui qui rafle les médailles, surtout aux Jeux Olympiques. Champion du monde, un peu moins, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. En fait, je pense en natation, si on pouvait s'exprimer un peu plus, entre choisir toutes les médailles que j'ai pu faire niveau africain, niveau national, international, Jeux méditerranéens, et avoir l'occasion de nager à l'après-midi dans une compétition prestigieuse comme les Jeux Olympiques, entre une finale ou une demi-finale, c'est vrai que les émotions que j'ai pu ressentir ce jour-là, je les ai rarement ressenties, voire jamais. Et il y avait le track, il y avait le... Pas vraiment. Pas track, non, Pas de c'était- track. En fait, je pense que j'étais prêt mentalement et physiquement. Je savais que ça allait bien se passer et puis ça s'est très bien passé. Non, ça s'est très bien passé, il faut dire, bon, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut dire que c'est un objectif. Là, quand on fait les Jeux Olympiques, après, difficile de revenir. En fait, oui, parce que mon objectif principal étant enfant, c'était déjà de faire une demi-finale ou une finale aux Jeux Olympiques. Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et j'avais énormément de respect, enfin j'ai énormément de respect pour tous mes adversaires, mais en particulier pour ceux qui ont réussi à renager les après-midi aux Jeux Olympiques. Et y parvenir, forcément, c'est quelque chose d'exceptionnel de voir mon nom parmi les 16 meilleurs nageurs au monde. Au monde, je dis bien forcément, au monde. 16, au monde, ça veut Oui. dire c'est 2 couloirs. C'est vrai. Enfin, c'est 2 bassins. Il n'y a pas si longtemps que ça, je re-regardais la start list
des demi-finales, la première et la deuxième, et rien que de voir mon nom parmi toutes ces personnes. C'est qui avait à côté? Bon, déjà champion olympique. À côté de moi, il y avait Lewis Clareburt, un nageur australien, qui était champion du monde en 2024. Déjà. Donc, Oui, bon. donc déjà. Déjà à côté de Et lui. puis quelques lignes à côté, il y avait un partenaire d'entraînement, Léon Marchand, avec qui je m'entends très bien et qui a tout raflé. Et j'étais content pour lui aussi. Alors, après, mais c'est une somme d'expérience extraordinaire, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui sert à préparer déjà les prochains? Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'au fil des années, on a acquis beaucoup d'expérience, beaucoup plus de sérénité sur la préparation, parce qu'avant les premiers Jeux Olympiques, on ne sait pas trop comment ça se passe. Exactement. C'est vraiment, on est un peu dans le flou. Et puis, en fait, réussir à faire ces résultats-là sur les premiers, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je pense qu'après, déjà, ça apporte de la sérénité parce qu'on a atteint un objectif principal. Et puis, ça aide à ouvrir d'autres portes pour voir plus grand et espérer plus. Ça veut dire qu'au moins, aux prochains Jeux Olympiques, vous n'allez pas avoir, je sais pas, mais cette sensation de marcher ou de nager dans la brume, parce que vous voyez plus clair. Oui, oui, beaucoup plus clair. En fait, on s'organise mieux. Maintenant, je sais que sur un cycle olympique, sur 4 ans, c'est difficile d'être performant sur 4 ans, qu'il y a des pics de forme et que ça sert à rien d'être prêt trop tôt. Et donc, j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire avant les JO. Alors, ni trop tôt, ni trop tard. Exactement. Il faut partir à point. Ouais, c'est l'adage qui dit ça. Voilà. Exactement. Et je pense que comme je suis entouré de bonnes personnes et que j'ai tout le temps des très bons conseils, je suis assez serein pour... C'est vrai qu'on oublie des fois que le travail, c'est pas seulement individuel. On a l'impression qu'en natation, voilà, on nage et c'est tout. Non. Non, c'est loin d'être ça. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Il faut avoir un très bon conseiller, des très bonnes personnes qui nous entourent. Et entraîneur. Exactement. Le coach est très important. Entraîneur, préparateur physique. Si on rentre dans le domaine du sport, il y a énormément c'est la haute performance, il faut le dire. En fait, c'est comme une Formule 1, c'est comme une voiture de sport. Il faut qu'elle soit vraiment réglée sur le bon calibre. Et c'est quand même très compliqué. Ça demande énormément de travail, d'expérience pour y arriver. Et c'est pour ça que quand on réalise ce que j'ai réussi à faire, je me dis que c'est quand même énorme. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas les mêmes paramètres que les autres. Par exemple, comme le champion olympique, c'est probablement pas le même staff, mais après, on se rend compte qu'on a besoin de gens tout autour. Peut-être qu'il y a aussi des nageurs de qualité qui n'ont pas eu cette chance, Jawed. C'est vrai, j'y pense souvent. Il y en a énormément qui n'ont pas eu cette chance. Vous en avez vu? Oui, bien sûr. J'en ai côtoyé énormément. Après, j'ai eu la chance d'avoir appris à nager ici, la piscine Sal Kaleps. Oui, c'est une de mes plus grandes fiertés. Oui, c'est vrai. Pas évident de revenir là où on a un petit bassin semi-olympique, un bassin pédagogique, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est un bassin pédagogique. Il appartient à l'Institut de la jeunesse et sport de Constantine. Oui. Et c'est juste pour apprendre. C'est dingue. C'est dingue. C'est vrai que l'histoire, elle est belle quand on regarde tout le palmarès, toutes les choses qui ont pu être conclues. Quand je regarde toutes les belles choses que j'ai réussi à produire, forcément, quand je regarde en arrière comme ça, je suis vraiment très fier de ce que j'ai réussi à produire. Alhamdoulilah, on est tous fiers de toi, ça c'est important. Et dis-moi, Jawed, quand on... Je sais pas, parce que j'aime bien revenir un peu sur ce qu'on fait, mais au niveau national, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous n'avez pas gagné? Parce que je crois que vous avez tout raflé. Au niveau national, non. Je pense que maintenant, mes objectifs principaux, c'est vraiment essayer de faire mieux sur les prochaines Olympiades. C'est-à-dire peut-être, pourquoi pas, essayer d'atteindre une finale, où je pense même... Et pourquoi pas? Ouais, on espère. Le rêve est permis, je crois qu'il y a tout, il y a la maturité, l'expérience, la performance. Bon, c'est bien, c'est une compétition que vous connaissez maintenant, bon, je pense qu'il y a tout. Est-ce qu'il y a tout, surtout comme soutien, pour aller décrocher quelque chose? C'est vrai que c'est quand même, des fois c'est quand même compliqué quand on a un niveau qui est très élevé et il y a certaines personnes à côté qui sont incompétentes, c'est vrai que c'est très compliqué d'y arriver. Ça vous freine un peu, oui. Un peu beaucoup, mais
Mais après, j'ai quand même un très bon entourage, comme je l'ai dit, j'ai un très bon staff. J'ai surtout mes parents qui sont fiers de moi, oui, ma famille Halim, qui là, est il fière est de là, moi. il est bien présent, le salut, bien sûr. Ouais, on le salue énormément. Ouais. Et, c'est vrai que quand j'ai des personnes qui m'entourent et qui sont fiers de moi, ça me donne envie de continuer et d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des périodes où c'était pas forcément évident. Il y a des périodes où. Bah oui, il y a des périodes de doute, il y a des périodes Exactement. difficiles, Ouais. blessures, quand ça C'est exactement des ça. fois démotivation parce qu'on n'y croit plus, Ouais. mais il y a toujours cette force qui revient en vous, qui vous dit allez de l'avancée, je pense. Oui, oui, c'est vrai que quand je vois que les gens ils sont vraiment. Par exemple, quand je suis sur Constantine, je vois que les gens ils sont vraiment fiers, qu'ils suivent, qu'en fait ils découvrent un nouveau sport. Ben, forcément, ça me donne envie de continuer, de donner plus et ça serait vraiment une fierté pour moi de voir qu'il y ait une relève et que ça suive derrière et qu'on puisse avoir une natation sur un niveau mondial. Si vous faites un tour, alors les après-midi, aux piscines, bon, mais maintenant, alhamdoulilah, il y en a plusieurs à Constantine. Oui. Vous voyez le nombre d'enfants qui vont, et je crois que vous n'êtes pas étranger à ça. Il y a l'espoir de voir un grand nageur qui est là. C'est vrai, quand ça avait commencé à être suivi après les Jeux méditerranéens en 2022, le nombre de licences ici en natation, je sais que boom. ça avait explosé. C'est bien. Et ça m'avait vraiment fait plaisir et j'espère qu'il y aura un suivi et que parmi ces nouveaux licenciés, il y aura Un autre des top Jawed, nageurs. un autre Jawed qui On est espère, là. Inch'Allah. Surtout que moi, En mieux. moi, je ne raconte pas l'histoire comment vous êtes devenu nageur, mais c'est toujours comme c'est le destin. Hein. C'est vrai, comme quoi, des fois, en fait. Il faut expliquer juste aux téléspectateurs que c'était votre frangine qui était malade, qui avait besoin Oui. de faire de la natation. Oui, Et Halim, votre papa, me dit, mais il pleurait, il voulait aussi apprendre à nager. C'est vrai. Et c'est comme ça. c'est vrai. Et c'est à l'âge de 4 ans. Et puis, en fait, directement, dans les bassins, j'avais certaines qualités aquatiques. Bah, tout de suite détecté. Exactement. Et puis, après, de fil en aiguille, ben. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Les objectifs de cette année, parce qu'on est aux abords d'une année 2026. Bah là, j'avais surtout l'année dernière, j'avais eu une grosse blessure au genou. Donc j'espérais m'en remettre et ne plus être dérangé. C'est le cas. Donc alhamdoulilah. Et puis je pense que maintenant on peut attaquer l'entraînement sereinement. Et je pense en fin de saison, il y aura les Jeux méditerranéens en Italie. Donc C'est j'aurai ça. un titre à défendre. Déjà Exactement. Donc plusieurs médailles à aller chercher. Et on verra comment ça va se passer cette saison. Championnat du monde. Bon. Championnat du monde, ça sera la saison prochaine, en 2027, dans une piscine que je connais bien. Et puis, on verra aussi ce que ça pourra apporter. Et surtout préparer les Jeux Olympiques au fur et à C'est vrai que les Jeux Olympiques, ça va se préparer. Après, j'essaye de prendre saison après saison, d'essayer d'améliorer les points négatifs pour au final avoir beaucoup de points positifs sur une course. Après, c'est vrai que ça demande. En fait, la natation, c'est chaque détail compte. C'est au centième près. Et c'est vrai que c'est pas. C'est que ça se joue au centième. C'est vrai qu'un titre, une médaille d'or, ça se joue à une centième seconde. C'est vrai, exactement. Même pas un clin d'œil. C'est vrai, c'est 4 heures d'entraînement par jour, voire 5 des fois, et ça demande énormément de travail. Et beaucoup surtout 5 heures d'entraînement, c'est aussi 2-3 heures de récupération. Ah oui, ça demande. Là, c'est pas. Non, c'est loin d'être évident à haut niveau. Et Jawed, vous avez fait un bilan de combien de médailles gagnées? Je n'ai pas encore compté, je sais que. Il faut compter. Moi, c'est vrai que la carrière est encore, Inch'Allah, Rabbi Taoula, où il y aura encore d'autres. Mais... Inch'Allah, Rabbi Yahdik. Ben, j'ai pas encore compté, mais je sais que je pense, de ce que j'ai entendu, que je suis un des athlètes algériens le plus titré. Plus médaillé. Le plus médaillé, ouais. Non, moi, je vous le confirme. Oui, c'est vrai. Vous êtes, en ce moment, Inch'Allah, il y aura encore d'autres médailles, mais vous êtes le plus titré. Il y a une année, je crois, il y a 2-3 ans, on avait fait le bilan, vous étiez là, Oui. sur ce plateau, Oui. et cette année-là, vous avez eu, comme par hasard, 25 médailles. C'est vrai. comme la plaque d'immatriculation de Constantine. 25, c'est vrai. Non, c'est une fierté. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai vraiment eu cette chance d'être performant au meilleur moment, d'apporter le plus de médailles possible que j'ai pu prendre en fait. Et puis à la fin de ma carrière, je me retournerai pour tout compter et voir ce que j'ai vraiment apporté. Il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter. Et puis, c'est vrai que nous, à chaque fois, même si vous êtes, si vous ramenez une médaille de bronze, on dit c'est pas, comme si, mais c'est une performance, une médaille de bronze, une médaille d'argent, parce que nous, on a tellement pris l'habitude que vous nous ramenez de l'or, bah oui. Non, c'est vrai. Après, en fait, c'est quand même. J'ai essayé de valider étape par étape. C'est vrai que j'ai réussi à passer toutes les étapes
il ne faut pas oublier, en fait, j'ai réussi à valider les niveaux nationaux en jeunes, que ce soit en France ou en Algérie, parce que je me suis entraîné en France depuis assez longtemps maintenant, donc j'ai fait les championnats de France et les championnats d'Algérie. Après, j'ai réussi aussi à gagner sur le niveau arabe. Après, je suis monté en Afrique, j'ai réussi à gagner en Afrique. J'ai réussi à gagner les Jeux méditerranéens face à des champions d'Europe. Oui, quand même. J'ai réussi à gagner les Jeux islamiques. J'ai réussi à faire demi-finale championnat du monde, demi-finale aux Jeux olympiques. Et puis, il reste encore 3 petits points pour voir ce que le futur va m'apporter. Inch'Allah, Inch'Allah, il reste. Oui, bon, c'est vrai que là, après, c'est un palier, un championnat du monde, Jeux Olympiques, c'est un autre palier, mais. C'est quand même. Je suis vraiment fier d'avoir validé ces 2 paliers qui sont les demi-finales, que ce soit au championnat du monde où j'avais fini 11e ou aux Jeux Olympiques où j'avais fini 15e, d'être passé en demi-finale. Donc en fait, maintenant, il me reste vraiment, je pense, les 4 étapes les plus dures de ma carrière qui sont finale championnat du monde, finale Jeux Olympiques et puis. Médailles championnat du monde, médailles Jeux olympiques qui sont le rêve est le permis. prestige. Exactement. Et puis Ouais, je pense que en fait après, je pourrais me retourner et être vraiment fier de tout ce que j'ai fait, même si je le suis déjà. Non, non, il n'y a que des motifs de fierté, parce que je sais que le parcours n'a pas été facile. Oui. Pas seulement en termes d'entraînement, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, mais à côté, il y a eu aussi le soutien, l'accompagnement, et là, le soutien des parents était très, très, très important. C'est vrai que ça a été vraiment très important parce que, au fait, quand on réussit ce que j'ai réussi à tirer de ma carrière, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais aussi ça va me servir pour ma vie future. Et c'est ce que mes parents ils essayent de m'apprendre et de me calmer avec ça. Exactement. Ça, c'est une prise, ça, c'est une maturité extraordinaire. C'est que déjà, vous préparez l'après-performance. Bah, j'ai de la chance d'avoir eu mon père qui m'a bien guidé, qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Et en fait, ça m'a aidé à voir que quand on réussit, il y a énormément de jalousie qui peut. La jalousie, vous savez, il faut s'inquiéter quand il n'y a pas de jaloux. C'est vrai. Quand il y a des jaloux, là, on est bien, ça veut dire qu'on est sur la ligne. Mais quand il n'y a pas de jaloux, là, c'est inquiétant. Vrai. Non, c'est vrai qu'en fait, la réussite, ça procure énormément de jalousie. Les gens, quand on monte trop, en fait, ils essayent de te laisser à leur niveau, qui n'est pas le même forcément que le nôtre. Et puis, en fait, j'arrive à faire abstraction de ça parce que, comme je l'ai dit, je suis tellement fier des choses que j'arrive à accomplir personnellement que de voir la fierté de mes proches que, en fait. Je fais totalement abstraction. Non, maintenant, en fait, ça me fait un peu plus rire. Et non, je préfère ne pas réagir. Il faudrait que ça serve de motivation supplémentaire. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ça, c'est un bon. Et c'est bien. En plus, vous êtes à Constantine, un nageur constantinois, dans la fameuse lignée. Il y en a eu, vous savez, depuis la nuit des temps, il y a eu, depuis Béchera, champion d'Algérie. C'est vrai qu'il y a eu énormément de. C'est vraiment une fierté pour moi. Parce qu'on avait un bassin, il faut le dire. L'un des premiers bassins olympiques en Afrique, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est vrai, là, bon, malheureusement, il n'existe plus, ça c'est grand, grand dommage. Oui. Et puis, il était alimenté par une eau naturelle, chaude en hiver et froide en été. Et bon, dommage, c'est... C'est vraiment une fierté pour moi de représenter Constantine et l'Algérie à ce niveau-là. Et surtout quand je reviens ici, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que, comme j'ai dit, que ça suivra et qu'il y aura une nouvelle génération aussi qui sera tout autant performante ou voire meilleure. Inch'Allah. Et puis je suivrai ça de loin et de près. Non, de près, Inch'Allah, de près, parce que c'est. Il faut dire que quand on sert d'idole et à beaucoup de jeunes, ça c'est bien. C'est vrai que c'est vraiment une fierté parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont motivés d'aller à l'entraînement, de se lever les matins, de faire des sacrifices, parce que vraiment ça demande énormément de sacrifices, la natation à haut niveau. Même d'apprendre, d'aller à la piscine, rien que le fait d'y aller, il faut être motivé et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir énorme de voir les jeunes qui font ça et essayer de s'en sortir et d'arriver le plus loin possible. De se surpasser à chaque fois. De se surpasser, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et puis vous êtes seul. C'est vrai. Quand vous vous jetez à l'eau, vous êtes seul. C'est vrai, en fait c'est un sport qui est très ingrat parce que c'est pas collectif, donc la réussite là elle est vraiment personnelle. Quand on rentre dans l'eau, on peut compter que sur soi. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on est sous l'eau, dans une finale où il y a un titre à prendre, quand on se jette à l'eau? Je pense qu'on ne se dit pas vraiment grand-chose. Avant, c'est sûr qu'il y a un peu de stress qui s'installe, beaucoup de pression qu'on essaye de gérer au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'eau, j'ai l'impression d'être libéré et de savoir que en fait, tout se fait assez naturellement, comme un poisson dans l'eau.
Oui. Et c'est vrai que ça vient instinctivement. Et c'est une forme de libération en fait. Alors, aux jeunes qui nous regardent et qui sont là, attentifs, quel est le premier conseil qu'on donne d'abord? C'est de prendre du plaisir et de toujours être épanoui dans ce qu'on fait dans sa vie, je pense. Voilà. Et pour les premiers cours de natation, faut aller. Faut être régulier, même si des fois on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'il fait froid, parce que C'est vrai que quand il fait froid, c'est difficile de prendre. c'est vraiment difficile. oui, Ouais. ouais. C'est vrai qu'en ce moment je m'entraîne à Toulouse et je sais que cette période-là, ça va être compliqué parce qu'il y a des matins où en fait la natation, comme on s'entraîne 2 fois par jour, on doit s'entraîner assez tôt le matin pour retourner, avoir le temps de faire la sieste et retourner à l'entraînement l'après-midi. Et il y a des matins où quand il fait -3 et qu'on nage en extérieur, dans les piscines extérieures, Quand même à l'extérieur, moins ouais, 3. et que les plots ils sont gelés, les Ouais. plots de départ, on n'a pas forcément envie de plonger. Mais après, bon, après on rentre dans la Oui, après une compétition. fois qu'on est dans l'entraînement, on fait ce qu'on a à faire et puis tout se passe pour le mieux. Alors, prochaine étape, Prochaine étape, retour à l'entraînement. retour à l'entraînement, après préparer les... Les Jeux méditerranéens en Italie, qui sera une étape supplémentaire avant d'arriver en 2028. des titres à défendre, hein, quand Oui. même. Oui, c'est vrai. Il y a une médaille. Une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'est On 3. verra. C'est 3 à défendre. C'est 3 à défendre et je vais y aller avec l'esprit de les défendre et de représenter au mieux l'Algérie. Comme Ben, c'est habituel. tout le mal qu'on vous souhaite. Hein, Merci. Ouais, ouais. Et bon, avant de terminer, parce que là on arrive à la fin, je vous laisse, parce que je sais que vous avez une séance d'entraînement déjà qui C'est vous vrai. attend. Oui, oui, j'essaye de pas trop couper parce qu'en plus ici à Constantine c'est difficile avec tous les plats culinaires qu'on a de pas faire d'excès. C'est vrai Donc, qu'on vous offre la tchirtchoucha, je c'est m'assure. exactement. Donc c'est compliqué de respecter le régime alimentaire, mais j'essaye d'éliminer tout ça avec les entraînements et puis voilà. Jawad, merci beaucoup de m'avoir fait le plaisir d'abord de venir, parce que c'est très important pour moi de vous recevoir dans notre émission. Hein, Merci à vous, Smaïl, parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est un plaisir qui est en fait, indescriptible pour moi parce que vous êtes vraiment une personne qui m'a tendu la main au tout début sans aucun intérêt, sans rien du tout. C'est un service public. Et puis au fil des années, d'avoir partagé l'antenne avec vous, c'est un plaisir et j'espère qu'il y aura énormément d'autres émissions. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on va tout faire pour qu'il y ait d'autres émissions. Mais en tout cas, à chaque fois que vous venez voir vos parents, marhaba bik, vous êtes notre invité. Et c'est toujours un plaisir de recevoir et une fierté nationale. Je ne dis pas locale parce que, bon, au niveau local, on n'a plus rien à... Mais vous êtes une fierté nationale dans le sport, dans la natation, parce que sport d'élite, sport de performance, et là, alhamdoulilah, nous... j'ai toujours été fier d'avoir reçu, d'être le premier à recevoir Jawad sur un plateau, ça c'est toujours une fierté. J'espère, Inch'Allah, après, qu'il y aura d'autres performances. Mais en tout cas, si jamais il y a une médaille olympique, ça sera ici. Ça sera ici. Et Djilala. Merci. Et puis, merci pour tout ce que vous faites pour la télé algérienne. Je voulais le dire aujourd'hui parce que j'y tenais énormément. Je pense que on fait pas souvent d'éloges quand on y arrive. Mais je pense qu'elles sont méritées et puis vraiment bravo pour tout le travail que vous avez accompli au fil des années parce que je vois que vraiment ça a énormément progressé et que c'est dans un très bon chemin et entre des bonnes mains. Inch'Allah, ça va continuer encore. Inch'Allah, et c'est aussi grâce à des personnes comme toi. Voilà. Merci beaucoup, Jawad Sayoud. Bonjour à Halim et puis à toute la famille. Et puis en vous souhaitant bien sûr d'autres performances, puis d'autres aussi succès. Comme le jeune que l'on va écouter, qui est aussi un pur enfant de Constantine, qui nous a ramené hier son dernier clip, qui est un hommage à son grand-père. Je vous propose d'écouter, mais vraiment, alors fraîchement, il est tout frais, le dernier clip de Adlan Fergani, Billahu ya Hamami. Alors, c'est une autre version, il a raison d'essayer, on encourage.
عنهم بكت عيوني ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يجروني ما نكروا عشرتي خلوني مع همامي كيف قدر الحكيم لمن أهوى غرامي في جنة النعيم أقرأ لهم سلامي بالله يا نديم وأحبابي فارقوني عنهم بكت عيوني ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يجروني ما نكروا عشرتي Voilà, on remercie Adlan Fergani qui nous a donné la primauté de diffusion du clip, du dernier clip de Blaouya Hamami, version Jdida. J'ai le plaisir de recevoir leurs deux anciens amis qui sont toujours là, qui s'y répondent toujours présents quand il y a l'activité culturelle. Et là, on va parler de cinéma. Alors, Ciné Sirta, c'est une rencontre qui va commencer aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir Yaoulounis. Ravi d'être là, très 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 heureux, surtout que c'est ta dernière émission. De l'année. De l'année. J'espère qu'il y aura d'autres émissions. Inch'Allah. Et voilà, je suis toujours ravi d'être là avec toi. Merci beaucoup. Azouz Dara, marhaba bik, trésorier de l'association aussi, mais membre du comité d'organisation. Oui, merci Ismaël Rouya. Je suis ravi, vraiment ravi d'être parmi vous, surtout en cette fin d'année. C'est vrai que c'est la dernière émission de l'année 2025, c'est vrai. Ouais. Bon, faut pas être très funeste, il y en aura d'autres, Inch'Allah. Bah, j'espère. Inch'Allah, oui, Inch'Allah. Oui. Alors, les journées Ciné Sirta, la 4e édition, Ouais. thématique bien précise. C'est quoi le slogan? Constantine في قلب السينما. Ouais, Constantine au cœur du cinéma. Ouais. Pour nous, c'est tout à fait naturel, tout à fait logique, parce que la vocation de l'association, c'est de valoriser tout ce qui est beau à Constantine, et la beauté ne manque pas dans notre ville, dans notre wilaya, comme dans d'autres wilayas. Donc pour nous, c'était tout à fait normal de terminer l'année en essayant de montrer à travers le film, à travers le cinéma, mais aussi à travers les à côté, donc les ateliers que nous avons mis au point pour les jeunes de Constantine, donc pour valoriser donc, l'image de Constantine. L'image de Constantine, Voilà. qui est, on a l'impression que d'un coup, le cinéma se réveille. En fait, il ne s'est jamais... J'ai l'impression, je sais pas. Ben, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Non, je ne suis pas contre, au contraire. Ben, je sais. On a toujours attendu ça. Absolument. On l'a espéré, on l'a... Il y a une intensité, il y a un retour de l'activité, parce que, en fait, l'activité n'a jamais cessé. Mais là, il y a un éveil qui va dans le sens aussi des espérances, mais aussi de la volonté aussi de Madame la ministre, du président de la République, qui essaye par tous les moyens donc de relancer un peu le cinéma
Donc on suit, donc on n'a jamais arrêté. Et cinéma et mémoire? Alors cinéma et mémoire, c'est un peu le label de l'association des zinzins du cinéma, non, des zinzins de la culture. C'est en fait la 4e édition. On a déjà réalisé 3 éditions, un peu avec nos propres moyens. Cette fois avec très peu de moyens, une aide pas assez conséquente à la Kulihal, mais qui est la bienvenue de la part du ministère de la Culture. On a essayé de faire 3 jours de cinéma pour parler de Constantine, pour parler de l'histoire de Constantine, mais parallèlement, il y a quelque chose d'extraordinaire, de très 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 beau. Ce sont des ateliers au profit de jeunes amateurs, cinéastes amateurs qui ont beaucoup de cinéma dans les tripes. Et nous avons eu la chance d'avoir des experts justement dans le domaine du son et du montage, avec M. Kamel Mkessar, que tu connais parfaitement Alors, la télévision. C'est d'abord celui qui a formé pratiquement Absolument. la grande majeure des ingénieurs de son, tout à fait. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable, puisqu'il est venu avec son propre matériel. On n'a pas grand-chose à lui offrir, sauf donc l'amour qu'on partage. Oui, mais je sais que ça lui fait plaisir d'avoir on l'a vérifié. D'avoir des gens intéressés par ce qu'il fait. Et puis, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et puis il y a El Hachmi Meliani, qui est aussi un grand monsieur, un chef monteur qui vient de la télévision aussi, qui vient avec son propre matériel et qui est prêt à tout donner aux jeunes. Et les jeunes sont super heureux. Ils découvrent justement l'autre facette du cinéma à travers 2 métiers fondateurs du film. Le son et l'image. Absolument. Donc, c'est le cinéma, son et image, et puis le montage est une autre réalisation. Et puis, surtout, vous avez pris vraiment les deux des piliers du centre de formation de la télévision algérienne. Et là, on vous remercie d'avoir pensé à eux. Il y a monsieur Aziz Soulah, qui est un enfant de la station. Vous avez les enfants de la télé, on ne peut compter que sur les experts, les connaisseurs, les bons formateurs. Et puis moi, j'assure l'atelier d'écriture cinématographique, donc le scénario. Voilà. Et les jeunes sont super contents. Le projet ne va pas s'arrêter là, on peut en discuter après si tu veux. Bien sûr. Ouais. Ou Azouz dans tout ça. Azouz, c'est le cœur battant. Ah oui, d'accord. C'est le cœur battant, c'est le nerf de la guerre. Enfin, ce qui me concerne, c'est surtout encadrer l'événement, c'est surtout voir avec les gens, les amateurs, essayer de préparer le séjour Tawham et tout. C'est pas évident la logistique. C'est la logistique et aussi bien gérer aussi les peu de moyens qu'on a. تعجبوني كنت peu de moyens mais bien sûr avec peu de moyens, mais alors recevoir, faire des ateliers, organiser des ateliers avec Aziz Soulah, Kamel Mekasser et peu de moyens, je me demande qu'est-ce qu'il vous faut. Non, pour faire un peu plus longtemps au lieu de 3 jours, ça sera une semaine. Ce qui est bien fait les journées, c'est que c'est un début. Quand on voit, hier par exemple, on a vu les jeunes, comment ils sont, et même les 2 intervenants qui nous vraiment satisfaits de tout. D'ailleurs, ils attendent à 8 heures. Ils étaient présents à 8 heures. À 8 heures, ils sont là-bas. Les gens de la télé sont très sérieux. Ils sont disciplinés. C'est un honneur pour nous de les avoir. C'est vraiment quelque chose de formidable. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est que c'est un début. Et puis il y aura une continuité. Il y a un début, vous savez. Là, début concernant la formation, concernant tout ce qui est pédagogique. C'est-à-dire, là, c'est le programme Tana. Il y a les journées, Inch'Allah, le 2026. C'est une continuité. Donc, on aura, Inch'Allah, les mêmes intervenants
D'autres aussi. Avec d'autres, bien sûr. Si les moyens le permettent. Bien sûr. Tfaddal. Non, en fait, normalement, le projet, la 5e édition est déjà sur les étals sur le bureau de Madame la ministre, qui l'a en fait pratiquement adopté. Et on avait prévu justement, on a mis au point avec les experts les bases donc, du montage et du son, les bases, le scénario et la réalisation. Et le plus important pour nous, c'est en fait de continuer comme Kanigul Azzouz. Il y aura, avant les journées que nous allons, avant la 5e édition qui se fera jouer début avril, si tout le permet, il y aura donc il y aura la suite à la formation. Et la suite se déroulera en fait sur une vingtaine de jours. Nous partirons de l'idée, donc du pitch, jusqu'à la réalisation du film. Avec les éléments qui seront vraiment porteurs de projet, on pourra réaliser des films. Les jeunes pourront réaliser des films. Et les deux experts sont fous de joie de pouvoir participer, de pouvoir Il n'y a pas mieux que le terrain. Ça, c'est. Il y a 3 autres qui veulent à tout prix apporter leur contribution. Il y a Saïd Mahdaoui, le grand monsieur. Il y a Stiti Ta'annaba. Il y a les 2 frères Lumière, les Belabd, Ali ou Abdelrazak, qui veulent vraiment donner de leur temps et de leurs compétences, justement pour donner vraiment quelque chose de formidable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, super. Nous aussi, on est contents surtout. Voilà. Vous nous avez ramené, je crois, des images. Oui, une petite vidéo, qui fait le tour en fait de nos activités. Et c'est une vidéo qui date quand même de 2018. C'est juste pour avoir une idée sur l'ambiance qui prévaut quand les journées cinéma se déroulent à Constantine. VTR. Plus qu'une simple annonciation. Voilà, c'est un peu les activités qui se font pratiquement de façon régulière avec des jeunes. Et puis j'aimerais remercier Abdou Ordouane qui est à l'origine de ce petit travail. Voilà. Alors, hier, vous avez commencé par un film que malheureusement je n'ai pas vu. L'Ellas Beida ou Wennas? C'est un film justement qui, dans l'histoire, se déroule un peu à Constantine, juste après l'indépendance. C'est un film de Yahya Mouzaham. Qui pose, en fait, à travers l'histoire, la situation des femmes à l'époque, donc à travers la Zbeida justement, qui est une femme plutôt orgueilleuse, qui maintient l'équilibre et qui a une autorité. Dar Arab Kariha, c'est son mari qui en est le propriétaire, et elle est confrontée à une situation
son mari décide d'épouser une plus jeune qui habite le même. Et ça démolit toute sa logique. structure, Et c'est très beau. Et puis on voit de très belles images de Constantine. Et ça date de quand, le film? En fait, ça date de 2016. D'accord. Et c'est un film à voir. Hein. C'est vraiment un film à Pas eu voir. le plaisir de le voir. mais bon, Inch'Allah, Inch'Allah, Le débat était magnifique avec les jeunes qui étaient présents. Et voilà. Aujourd'hui, un film très intéressant. Si tu me permets, je fais un appel à tous les Constantinois de venir voir le documentaire à Slimane Daoudi, alias Shahid Hamlaoui, qui est un personnage. J'aime bien, alors mes extraordinaire. confrères et collègues commentateurs, je ne sais pas qui a mis sur les réseaux sociaux, dans la Wikipédia, je pense, il y a une erreur, Stade Mohamed Hamlaoui. Alors je suppose qu'ils ont allé chercher ça, et j'ai toujours rectifié dans les mails. C'est Daoudi Slimane, dit Shahid Hamlaoui, dit l'insaisissable Hamlaoui. Voilà, il faut le dire, c'est quelqu'un qui Mohamed Hamlaoui n'a jamais existé. Bon, peut-être qu'il existe un homonyme, mais si on parle du Shahid. Mais surtout, Shahid. Voilà. Alors, c'est Daoudi Slimane. Tu as bien fait de dit le Shahid Hamlaoui. Bon, j'ai toujours rectifié, mais bon, peut-être que pas tout le monde qui m'entend à la télévision quand je commente les matchs. Exactement. Au stade Shahid Hamlaoui, mais. C'est Daoudi Slimane, dit son Shahid vrai nom. Hamlaoui, dit l'insaisissable. Et il faut voir son histoire et reconnaître. D'ailleurs, il y a un ami que je peux citer, Ahmed Lekhel, qui à chaque fois me dit qu'il faudrait raconter l'histoire de Shahid Hamlaoui. Alors, le personnage est quand même assez dans sa nature. Ouais. Combattante d'abord, et c'est quelqu'un. Fidei, alors un point. Et c'est vrai que à l'époque, il a fait des misères. Ah oui. Et le fidèle était bien présent en Constantine. Et surtout, il avait cette faculté, c'est de se déguiser à chaque fois. Et c'est pour ça que il n'était pas reconnaissable. Les gens, même les autorités avaient bien sa photo, mais comme il changeait, il se déguisait à chaque fois, et il a fait il garde sa voiture devant le poste police. Il avait cette audace. Voilà, Ismaël Hnaou nous a gavés pendant des années à travers le cinéma hollywoodien. Rambo pour ne pas. C'est notre. Il a plus de valeur que Rambo. Rambo est une création. Ça, c'est un héros réel, c'est pas une fiction. Sauf les gens qui veulent vraiment comprendre. Moi, je fais un appel au cinéma, aux cinéastes, à mes amis. Voilà, l'atelier d'écriture, là, c'est de d'écrire un scénario sur Hamlaoui, Shahid Hamlaoui, Daoudi Slimane. Et il faut dire que il est mort dans un lieu où. Il est mort à 26 ans, à l'âge de 26 ans. Avec Meriem Bouatoura. Avec Meriem Bouatoura, et l'armée française a dû utiliser des chars. Et ils ont pillonné une maison où l'endroit est encore. Et là, il y a une. Mais pour dire ça, c'est l'important. Et c'est un héros réel. Il n'y a rien à inventer. Il n'y a même pas à dire ce qu'il a fait. Mais lui, il était là. Absolument. Et justement, le film, le documentaire le dit, illustre parfaitement la grandeur de ce martyr, de ce grand monsieur, de cet immense homme qui a donné sa vie, qui a donné sa jeunesse pour que nous puissions vivre dans l'indépendance et parler librement. C'est vraiment quelque chose, un film qu'il faut absolument voir. D'autant plus que le scénariste, c'est Rbi Mebarki, qui sera présent, qui va nous honorer de sa présence justement pour parler du film. Et c'est à 14h à la 14h30 à projection, Melk-Haddad. Voilà, il faut venir nombreux. Tous ceux qui peuvent y aller, c'est d'abord découvrir, redécouvrir, faire connaissance avec le personnage qui n'est pas n'importe quel héros. Sincèrement, moi, Shahid Hamlaoui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Algérie, on a beaucoup de héros, mais il mérite quand même une grande attention, surtout pour ce qu'il a fait. Ils étaient 4, il y a Meriem Bouatoura, Allah yarhamha, Bachir Bourgoud, Allah yarhamou, il y a Mohamed Kchoud qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et lui, justement, témoigne avant sa mort, justement,
de la grandeur, la valeur de ce grand homme, justement. Il y a de la façon incroyable. Vous savez, il faut voir les unes de la presse à l'époque, quand il est mort. Et puis il y a eu beaucoup de confusion. Ils ont, je crois, pris 2, 3, mais même un condamné à mort, qui a été condamné à mort et qui a été pris, blessé, croyant que c'était Hamlaoui, alors que finalement ça s'est avéré être un autre. Exactement. C'était un personnage. Et la même équipe est en train de travailler à l'Arbi El-Khel sur Mrim Bouattara. Ils sont sur place à Dliem, ils sont en train de. Ils sont en post-pro. Bouattara aussi, une grande dame de la Révolution aussi. Je crois que c'est bien Alors, bon, on s'est un peu écarté du sujet, c'est vrai. Et bon, le matin, il y a aujourd'hui... Matin, il y a toujours les ateliers. Les ateliers, voilà, les ateliers. Ou la Chia qui est justement Hamlaoui. Hamlaoui, demain. Demain, on a toujours les ateliers, enfin une évaluation de ce qui a été fait les ateliers, les 2 jours hadou. Et la Chia qui a un autre documentaire sur l'histoire millénaire de Constantine, Khafaya Qasantena, de notre ami, l'immense, le grand, gentil Farid, notre copain, notre ami, qui nous fera plaisir justement de parler de son film. La Chia, voilà. Farid, c'est vrai qu'il a plusieurs casquettes qui m'égouillent. Il est guide touristique, qui fait découvrir. Et c'est quelqu'un qui adore Constantine et qui la valorise à travers tout ce qu'il fait. C'est vraiment magnifique. On a des gens qui m'ont il faut en parler, il faut les encourager. Mais surtout lui donner, bon, je sais que c'était un amoureux du cinéma, et lui donner l'occasion de présenter un travail. Et puis, c'est tout ce travail. Déjà, il a essayé de faire ressortir vraiment l'intérieur de cette ville, Farid. Documentaire de combien de minutes? De 56 minutes, 52, 56 à peu près. Et qui va revenir, c'est des images, c'est des témoignages. C'est en fait un voyage dans l'histoire, la grande histoire de la ville. Je sais qu'en 2 minutes, c'est très peu pour Constantine. Oui, il doit y avoir des centaines, des milliers il y a tellement de choses à dire sur la ville, il y a tellement de belles choses à dire, des soucis de la ville aussi, il faut en parler. Mais vraiment, c'est une ville à découvrir, à redécouvrir, parce qu'elle est mystérieuse, elle est belle, elle est rebelle, elle est فيها العجوبات في هذه المدينه. Et c'est beau à découvrir parce que ça permet aux gens de se sentir appartenir à quelque chose, à une histoire où ما تقدرش ما تحبهاش, ما تقدرش. Et c'est aussi une façon d'aimer, de se sentir vraiment algérien. ماشي غير في l'équipe nationale. Il y a aussi نحبوا l'équipe nationale ان شاء الله يروحوا plus loin. Bon, ça c'est qualifié. هذه تبديل هذه. Mais c'est vrai que bon, vous savez, le football est tellement populaire que on s'identifie. Mais vous savez, moi, mon rêve personnel, moi je vous fais un aveu, mon rêve, c'est de traverser les tunnels de la ville que je ne connais pas. Oui. Pourtant, ils sont là, Brek. Ils sont là. Accueillants, ils sont là. On ne connaît même pas les portes, on connaît quelques-uns. Pour ça, je disais, en début d'émission, je dis, j'avoue, moi je suis un enfant de Constantine, mais je ne connais que peut-être 30 à 40% de la ville. Les autres, c'est un grand mystère. Il reste Dleimet, il reste les bassins romains, il reste... Et Farid en parle un peu. C'est vrai qu'il faut des guides, il faut des guides. Il y en a beaucoup dans la ville. J'aime bien la reconversion. Bon, Farid s'est reconverti en guide, notre ami Brahim Ben Hammani qui fait aussi un beau travail. Lumière, il y a d'autres guides que l'on ne connaît pas, et dont on ne soupçonne même pas l'existence. Mais qu'on devrait connaître, parce que c'est des guides qui ne connaissent rien à l'histoire de la ville et qui risquent avec de bonne foi, dans l'intention de... Mais ne connaissons pas trop bien la ville, donc on peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que... Voilà. Mais c'est vrai, ça serait bien de les mettre en évidence, parce que les guides, ils font un travail, ils montrent la ville, ils montrent leur passion et leur amour de la ville, comme vous le faites en cinéma. J'espère qu'on pourra le faire le plus longtemps possible et surtout permettre aux jeunes de s'accrocher, de croire en eux, du moins ceux qui aiment et ceux qui sont passionnés par le cinéma, de faire du cinéma, leur donner l'occasion de prendre une caméra. Mais à la base, il faut absolument qu'ils apprennent, qu'ils se forment. Et
Vous avez combien de jeunes qui participent aux ateliers Azouz? Une quarantaine. La quarantaine. Ouais. On On aurait souhaité qu'il y ait plus. Bon, on a appelé pour qu'il y ait plus. 40 كون يصلحوا منهم 10 10 هذا سي oui, الكريم. oui, On aura Inch'Allah. 10 cinéastes Oui. pour les Oui. 15 prochaines années en attendant de former d'autres. Au contraire, et c'est pas la quantité, c'est la C'est la qualité. qualité, qui absolument. prévaut. Oui. Voilà. Lyon, il y aura peut-être une petite surprise. Il y a un petit film d'un jeune que nous avons décidé de passer avant Miliani. Avant le film documentaire. programmé. Un petit Histoire film de neuf. l'encourager. Oui. Bien sûr. Mais, enfin, fait je ne vais toujours pas trop que- en parler. On le verra. Surprise. Surprise. Voilà. Surprise. C'est un film de 9 minutes. Il aura un petit peu son petit moment de gloire et il pourra discuter de son On a film. toujours, on En même essaie temps. de donner l'occasion aux jeunes, surtout au niveau des ciné-clubs. On passe s'il y a un petit travail d'un jeune amateur, hop, pour l'encourager. Les encouragements. Vous avez une minute pour clôturer. روح Aya Azouz. En cette, Azouz, il va te dire j'aimerais bien beaucoup plus de moyens, mais allez, je vais à ta place. اسمعك قلت له ديجا شويه وقت. معليش راه. Wallah, pour clôturer, je vous remercie d'abord. Et à travers vous, la télévision algérienne qui nous a donné de l'occasion. Et puis, moi j'insiste sur une chose que Rana Chiyab Hna, انا جون اخويا انا جون هضر على روحك. هضر لا Ah oui, alors on est jeune. On a encore du temps. Parle pour toi-même, ما تجبدش اخويا. C'est-à-dire, on demande à ce que les jeunes soient Sois présent. au présent, voilà, soient présents. C'est-à-dire, ça fait mal au cœur déjà qu'on trouve un nombre très réduit au niveau des événements comme ça. Et puis, C'est un appel au public pour venir. oui, et surtout pour la journée d'aujourd'hui, surtout pour le film du grand Hamlaoui. Moi, pour que les gens fassent connaissance avec Hamlaoui. Avec Hamlaoui, voilà. Ouais. Mais avant, uniquement le stade Hamlaoui. Et voilà. Et puis, Ismaël, je te remercie d'abord. Je te remercie beaucoup. C'est c'est pour la moi, moindre des choses. personnellement, au nom de toute l'association, c'est pour moi un honneur de participer, que tu m'invites justement, que tu nous invites à ta dernière émission pour te lancer dans tes nouvelles missions que je souhaite pleines de succès, pleines de réussite. Inch'Allah, tu mérites absolument ta promotion. on parle c'est- d'association, pas de. mais c'est important. Pour nous, tu es un enfant de la ville, tu as beaucoup donné et tu mérites absolument ta promotion. Inch'Allah, nous te menons les plus belles réussites, beaucoup de belles choses pour la télévision, pour la ville et pour l'Algérie. Cela dit, moi, encore une fois, j'appelle donc les jeunes et les moins jeunes ou les vieux, l'association Numidi Art, les zinzins de la culture, les portes sont ouvertes, même si on n'a pas de local. Les portes virtuelles. Ah oui, le bab bar- mahloul. Bien, non, moi, je ne me plains pas. On a toujours travaillé comme ça. Tu as toute la ville comme local. Inch'Allah, ils nous rejoignent. Il y a plein de choses à faire. Les Constantinois devraient s'impliquer positivement dans l'acte de la culture pour le bien-être de la ville, pour le bien-être des habitants. Voilà. Inch'Allah. Merci Merci beaucoup beaucoup, encore une fois. Et nos meilleurs voeux pour tous les Algériens. C'est vrai et qu'on est en Algériennes. fin d'année, il faut dire bonne année. Mais Ah très, oui. très Voilà. bonne année à tous Bonne nos année alaikum. compatriotes. Bonne année à tous. Merci Et puis je beaucoup. rappelle juste, rendez-vous alors à la maison de culture Melk Haddad. En plus, c'est gratuit. Gratuit. Vous ne payez rien. Allez voir le film. Tous ceux qui ont l'après-midi libre, vous allez voir Une seconde, juste pour remercier Ashor Mzaash, Didi Nasri ou Ramadan Abd, qui sont aussi les fourmis. لازم يخدموا. Merci beaucoup. Allez, on a bouffé un peu de temps de la programmation, on s'excuse, voilà. Mais on arrive au terme de ce Bonjour d'Algérie, le dernier de l'année 2025. Je vous souhaite une excellente année. Merci de nous avoir suivis depuis tôt ce matin. Vous étiez en direct à partir de la station régionale de Constantine. Je remercie Nabil Yagoubé et toute l'équipe de la station régionale pour avoir contribué à cette émission. On se retrouve, Inch'Allah, dans d'autres occasions. D'ici là, moi, je vous souhaite déjà une bonne année et à très bientôt.